Au fil des ans, d'innombrables rumeurs ont circulé autour de Tom Howard the Mountain Man. Certaines le décrivaient comme une légende, d'autres comme un reclus cachant de sombres secrets. Mais le plus grand choc est survenu lorsque Tom a soudainement disparu de la série. Les fans ont paniqué. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il était mort dans les profondeurs du Montana. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus intrigante. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire inédite de Tom Howard et révéler des secrets que même les fans les plus fidèles des Mountain Men ne connaissent peut-être pas. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez changera à jamais votre vision de cette légende de la montagne. L'histoire de Tom Howard est une histoire de survie, d'amour et d'acharnement. Avec sa femme Nancy, Tom s'est construit une vie à la limite de la civilisation dans la vallée reculée de la rivière Yaak, dans le nord-ouest du Montana. Leur maison n'était pas dotée du confort moderne. Elle a été créée par nécessité, soutenue par un travail acharné et ancré dans un mode de vie que la plupart des gens d'aujourd'hui ne pourraient jamais imaginer. Au cœur de leur survie se trouve la maîtrise par Tom d'un art presque perdu, le tannage de la cervelle. Ce savoir-faire ancestral, autrefois vital pour les tribus amérindiennes et les pionniers, permettait à Tom de transformer des peaux d'animaux bruts en cuir souple et durable. Alors que le monde extérieur le considère comme dépassé, Tom en fait sa planche de salut. Sa réputation de trappeur et de tanneur grandit, et bientôt il est reconnu comme l'une des rares personnes encore en vie à avoir perfectionné le métier. Mais le tannage des peaux n'était qu'une pièce du puzzle. La vie de Tom exigeait de la résistance. Malgré les hivers rigoureux, les étés brûlants et la menace constante des prédateurs, il n'a pas seulement survécu, il s'est épanoui. Regarder Tom travailler, c'était comme se plonger dans l'histoire, un rappel vivant de ce qu'était la vie il y a des siècles. Tom disait souvent en plaisantant « Je suis né 100 ans trop tard, peut-être même 200 ans. » Mais derrière l'humour se cachait une vérité. Il était taillé dans une autre étoffe. Sa rudesse n'était pas un numéro pour la télévision, c'était son essence même. Comment Tom Howard est-il devenu l'homme que nous connaissons aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut remonter à ses origines. Élevé dans la campagne à l'extérieur de Rockford dans l'Illinois, Tom a grandi loin des lumières de la ville. Avec son frère, il a passé sa jeunesse en plein air à explorer, à chasser et à développer un amour pour la nature sauvage qui allait définir son avenir. Dès son plus jeune âge, il semble destiné à la vie de pionnier, comme si la société moderne n'avait pas de place pour lui. Pour eux, c'était inné. Tom a également donné plus de détails et a révélé que lui et son frère ont passé leur enfance à se promener librement aussi souvent que possible. À de nombreuses occasions, ils étaient toujours à cheval. Mon père était un vrai cavalier, et il nous l'a transmis à mon frère et à moi, se souvient-il. Lorsque mon frère et moi avons eu 7 ans, mon père nous a appris à faire des tours de manège, c'est-à-dire à faire des tours sur le dos d'un cheval qui court. C'était dangereux, mais Tom ne s'est pas découragé et est allé de l'avant. Malgré tous les dangers, il a survécu et a facilement pris goût à la vie en marge de la société. À l'âge de 15 ans, il a continué à explorer de nombreuses choses. En tant que jeune casse-cou, il a découvert un nouveau moyen d'assouvir sa soif d'adrénaline, rodéo. Ma mère m'a conduit jusqu'à la périphérie de la ville, m'a déposé avec ma corde de taureau et mon sac de montage, et j'ai fait de l'autostop jusqu'à l'Ohio, où j'ai été embauché pour monter des taureaux et des chevaux qui se débattent. Chaque fois que Tom parlait de sa mère, ses yeux brillaient. Selon Tom, la confiance que lui accordait sa mère l'a beaucoup aidé. Sa foi en lui l'a porté vers la chaude lueur de l'aventure à l'horizon qu'il a poursuivi avec l'aplomb et la détermination qui le caractérisent. Au début des années 1960, il a gravi les échelons de l'International Rodeo Association et s'est imposé comme un cavalier de haut niveau. Mais ce n'est pas tout. Tom s'est également nourri de l'excitation du sport et s'est régulièrement rendu en finale, terminant dans le top 10 à plusieurs reprises. La vie de Tom s'est améliorée et la chance lui a souri le jour de la Saint-Valentin en 1970. Cette année-là, il a déjà 35 ans et se retrouve dans la goulotte perché sur un énorme taureau appelé
Woolly Bugger. J'avais l'habitude de laisser tomber un doigt dans ma corde de taureau, ce qui signifiait que votre main était bloquée dans la corde, explique Tom. Au moment où le couloir s'est ouvert, il y a eu une grosse éruption. Immédiatement, les crânes de l'homme et de l'animal s'entrechoquent, et Tom perd connaissance. Solidement attaché par le rouleau qui traverse le milieu du dos du taureau, la main de Tom l'a plaqué contre l'animal en train de s'ébattre. Maintenant, mes jambes et mes affaires sont sous ses pattes arrière. Il se cabre et me marche dessus très fort. Après cet épisode qui a mis sa vie en danger, Tom admettra plus tard qu'il n'a jamais été aussi proche de la mort dans une arène de rodéo. Depuis les tribunes, sa femme a assisté avec douleur aux violentes secousses qu'il a subies pendant 2 minutes angoissantes, jusqu'à ce qu'on parvienne enfin à couper les cordes qui l'entravaient. Plus tard, Tom a quitté l'arène sur une civière et n'a repris connaissance que 3 heures plus tard. Il souffrait d'une grave commotion cérébrale et d'échymose sur la majeure partie du corps. Malheureusement, le destin a réservé quelque chose de plus sombre au taureau. On m'a dit que le vieux Woolly Bugger était décédé 2 semaines plus tard, affirme Tom avec une lueur de cow-boy dans les yeux. Je crois que je lui ai aussi donné une commotion cérébrale. 1 mois après avoir frôlé la mort, Tom est revenu sur les lieux de tournage. Malheureusement, il n'a jamais retrouvé son succès d'antan. Il était temps pour moi d'arrêter, et c'est ce que j'ai fait. Plus tard, dans 1981, il se retire du rodéo. Et tout comme le tangage et le lacet d'un bronc nourrissent que l'esprit d'un jeune homme, en quête de sensations fortes, l'ascension et la chute d'une montagne nourrissent l'âme d'un homme qui aspire à la paix. Nancy et moi venions dans le Montana en été, et faisions du rodéo ici, dit-il. Leur vie a progressivement connu d'autres défis lorsque Tom a été attiré par le Far West. Lui et la marine ont emballé tous leurs biens et les ont chargés dans une vieille camionnette. Ensuite, ils sont partis et ont changé d'endroit. Il est intéressant de noter que la camionnette qu'ils ont utilisée pour commencer leur vie dans le Montana a été achetée avec l'argent des peaux de rats musqués. C'était une petite indication de l'avenir qui attendait les rames. Nous n'avions aucune idée de ce dans quoi nous nous engagions, ni de la façon dont je gagnerais ma vie ici, mais j'avais le sentiment que par Dieu je pouvais le faire. Je peux y arriver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Grâce à un travail acharné à l'ancienne, Tom et Nancy ont piégé, chassé et tanné vivant de la terre dans tous les sens du terme. Pourtant, les premières années ont été semées d'embûches. Le premier hiver que nous avons passé ici a été froid, raconte Tom. Après avoir déménagé, ils ont souvent été confrontés à l'idée de changer d'endroit. Bien que Tom ait eu une expérience de trappeur avant de quitter l'Illinois dans les années 80, il savait peu de choses sur la façon de gagner sa vie grâce à son métier. Bien qu'il soit doué pour les fourrures, les convertir en profit, s'est avéré une entreprise plus difficile jusqu'à ce que le destin intervienne dans un magasin indien de Billings. Nous nous sommes arrêtés et nous sommes entrés, raconte Tom, et c'était là en noir et blanc. On y voyait comment les cerveaux des Indiens étaient tannés. Pour Tom, ce fut sa première rencontre avec l'ancienne méthode. Et c'est cette méthode qui l'a mis sur une trajectoire nouvelle et inattendue pour sa vie. Le livre lui a coûté 3 $, mais il contenait 16 pages, qui ont instantanément élevé son art. Il raconte également qu'il a fallu un peu plus de chance pour que son activité de bronzage devienne lucrative. Les rendez-vous de la poudre noire, c'est ainsi qu'il les appelait, dit Tom. Il recréait l'ancienne époque du commerce des fourrures dans les montagnes rocheuses, lorsque tous les trappeurs se réunissaient au même endroit. Dans les montagnes, il s'est facilement fondu dans la masse des montagnards et s'est senti chez lui. Peu à peu, il a découvert un créneau pour ses produits fabriqués à la main. De plus, lorsque Tom fait quelque chose, il le fait bien. Les vêtements les plus prestigieux que l'on puisse porter lors d'un de ces rendez-vous sont des vêtements en peau de dame tannés à la cervelle, explique-t-il. Lorsque Tom a commencé à vendre ses fourrures, les clients ont immédiatement perçu la qualité incomparable des peaux tannées à la cervelle qu'il leur fournissait. Après l'avoir remarqué, ils se sont précipités sur les peaux et Tom a pu les vendre à un taux remarquable. Peu à peu, Tom a trouvé la paix, et il était en paix. Avec sa femme, ils se sont battus contre vents et marées et ont réussi à s'imposer. Rester dans le Montana était synonyme de danger et d'ennui. Le danger les guettait.
L'isolement les narguait, et le froid glacial de l'hiver du Montana s'abattait sur eux. Mais ils ont enduré et prospéré, et ils ne se sont pas laissés abattre par leurs problèmes. Ceux qui rencontraient Tom, admirateur, collègue trappeur, etc., étaient toujours accueillis par un homme humble et aimable. C'était un homme qui était prêt à partager son histoire, son métier et son sourire. Malgré l'incapacité de Tom à rester en contact avec le monde extérieur en raison de l'absence d'Internet et de réception de téléphone portable, son histoire était connue de tous. Lorsqu'on lui demandait comment il supportait le flot ininterrompu de visiteurs qui se rendaient sur sa propriété chaque été, Tom haussait toujours les épaules et avouait qu'il préférait que les gens l'apprécient plutôt que de le détester. À 76 ans, il continue de travailler sans relâche à son métier et à sa survie en montagne. Une vie étonnante, estime-t-il. J'en ai profité à fond et je continuerai tant que je le pourrai. La vie a continué à être belle et douce pour Tom, jusqu'à ce qu'il prenne une décision audacieuse et décide de rejoindre le casting de Mountain Men lors de la première de la série en 2012. Il ne fait aucun doute que la présence de Tom dans la série a fait grimper l'audience. Les gens l'aimaient. Au fil des 13 saisons, Tom est devenu l'une des figures les plus emblématiques de la série. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde voulait voir son visage. Ses apparitions dans l'émission ont mis en lumière non seulement le réalisme de la vie quotidienne dans la vallée accidentée de la rivière Yaak dans le Montana, mais aussi des thèmes plus profonds comme la résilience, de l'artisanat traditionnel et des valeurs familiales. Peu à peu, les téléspectateurs ont été attirés par la détermination inébranlable de Tom dans l'émission, sa capacité à maintenir un mode de vie autonome malgré les problèmes de santé liés au vieillissement et l'évolution du monde moderne a incité de nombreuses personnes à mieux le connaître. Mais ce n'est pas tout. Aux côtés de sa femme Nancy et de leur fidèle chien de chasse, le parcours et la vie de Tom symbolisent de l'esprit durable des pionniers américains. Les gens se sont intéressés à Tom en raison de son savoir-faire et de son activité. Regarder un montagnard à la télévision était une chose, mais regarder un montagnard qui prenait son métier au sérieux en était une autre. Tom Orr est devenu célèbre pour ses articles exceptionnels en peau de dame, fabriqués à la main, selon des techniques traditionnelles de tannage à la cervelle qui sont de plus en plus rares à l'ère moderne. En outre, son travail du cuir, notamment ses chemises, ses vestes, ses mocassins et ses sacs, lui a valu une clientèle fidèle et le respect des autres artisans. Tom n'a peut-être pas le physique de l'emploi, mais c'est un homme qui aime son métier et qui s'assure de donner le meilleur à ses clients. Outre la vente de leurs produits, Tom et Nancy gèrent également un comptoir commercial où ils échangent avec les habitants et les visiteurs. Au poste de traite, ils partagent souvent leurs histoires, leurs défis et la façon dont ils sont arrivés là où ils sont. C'est aussi avec plaisir qu'ils proposaient des objets artisanaux authentiques. En outre, Tom consacre du temps à l'enseignement des techniques traditionnelles de la nature sauvage et du piégeage aux jeunes générations et aux passionnés. Il s'est assuré de transmettre les connaissances qui pouvaient aider les autres. Son plus grand désir est de voir les jeunes générations maîtriser ce savoir-faire la disparition. Après avoir vécu dans les montagnes du Montana pendant plus de 40 ans, Tom Orr a finalement décidé de quitter sa cabane pour toujours. C'est ce qui s'est passé dans le 4e épisode de la saison 11 de Mountain Men, au cours duquel Tom a commencé à éprouver de graves problèmes de santé. Bien qu'il aurait aimé continuer à participer à l'émission, il a dû faire une pause. Ses problèmes de santé se sont poursuivis pendant plusieurs semaines et ont affecté sa productivité. Tom, un ancien cow-boy de rodéo qui aime les activités intenses, n'a pas eu d'autre choix que de faire une pause. La nouvelle de la détérioration de son état de santé a bouleversé sa vie. Pour Tom, faire une pause dans toutes ses activités équivaut à mourir complètement. Cependant, il n'était pas prêt à se laisser abattre sans se battre. Avec sa femme Nancy, il a décidé de parcourir les 80 miles qui le séparent de Libye pour faire vérifier son problème. Il voulait en trouver toutes les solutions pour que Tom continue à vivre. Examinons de plus près ses problèmes de santé. Alors qu'il était encore membre de l'équipe de Mountain Men,
Dans l'épisode 4 de la saison 11, Heart and Soul, Tom s'est réveillé brusquement et n'a pas pu reprendre son souffle. Tout le monde a eu peur. Lorsqu'ils ont constaté les changements, Nancy a suggéré de vérifier le problème et Tom a accepté. Elle savait que le problème était grave et elle n'était pas encore prête à perdre son mari. « Je n'ai jamais eu de problème de santé », a déclaré Tom. « J'ai toujours été en très bonne santé. » Malheureusement pour lui, la vie a eu d'autres projets. Tom s'est rendu à un examen médical et a subi une série de tests. Après une série d'examens, les cardiologues ont découvert que le cœur de Tom ne fonctionnait pas correctement et que du liquide se déposait dans ses poumons. Ils l'ont donc mis sous traitement pour renforcer son cœur et lui ont demandé de porter un cardiofréquencemètre. Le moniteur était destiné à surveiller son état de santé. Comme la cabane de Tom et Nancy se trouvait à 80 miles de la clinique la plus proche, les cardiologues voulaient que Tom porte un défibrillateur en cas d'urgence. Tom a vécu toute sa vie et il en est heureux. Tout au long du processus, il a déclaré « Je vais bientôt dépasser les 80 ans ». Il a ajouté qu'il était également déterminé à continuer à profiter au maximum de sa vie. Plus tard, alors que Tom et Nancy se rendent en ville, Tom réfléchit à sa vie tout en vérifiant ses pièges à Lynx. Il m'a dit « Je veux dire, nous allons tous mourir un jour, tu sais, alors autant essayer de profiter de ce qu'il te reste. » Après avoir vécu plusieurs expériences de mort imminente, Tom savait que la vie était éphémère. Le 4e épisode de la série se termine par l'entrée de Tom et Nancy à la clinique de Libby dans le Montana pour obtenir le diagnostic officiel de Tom. Le diagnostic allait être le moment le plus difficile pour Tom, car il déterminerait si son traitement était efficace ou s'il devait subir une intervention chirurgicale. Plus tard, Nancy a admis que cette histoire de cœur, c'est un tout nouveau regard sur la vie pour lui. Selon elle, toute leur routine a également changé depuis que la santé de Tom a commencé à décliner. En tant que couple marié, ils ont dû changer certaines choses pour le bien de Tom. Tom n'était plus en mesure d'effectuer les tâches qu'il avait accomplies pendant des décennies. Cependant, sa femme Nancy, toujours d'un grand soutien, était prête à prendre le relais et à l'aider. Mais elle a sincèrement avoué qu'elle espérait que le rendez-vous de son mari donnerait des résultats positifs et qu'ils pourraient continuer à vivre comme ils l'ont fait au cours des 40 dernières années. Tom aimait Nancy et il le faisait savoir à tout le monde. La disparition de Tom de l'émission a été causée par ses problèmes de santé, contrairement à d'autres spéculations selon lesquelles il serait décédé. Après sa disparition, de nombreuses personnes se sont intéressées à lui. Les médias étaient impatients d'entendre parler de lui. Ils ont finalement eu leur chance lorsque Tom a été interviewé. Au cours de l'entretien, on lui a demandé ce qu'il pensait de son déménagement dans le Montana. Tom a répondu « Nancy et moi sommes tous deux originaires du nord de l'Illinois et nous connaissions des gens qui avaient déménagé à Troy dans le Montana. Lorsque Nancy et moi venions ici en été pour le rodéo, nous restions avec ces personnes. Il est arrivé un moment dans notre vie où nous nous sommes dit que la majorité des rodéos étaient terminés et que nous voulions déménager dans le Montana et construire une maison en rondins. Nous avons donc acheté une tronçonneuse dans l'Illinois pour construire une maison à notre arrivée. Nous avons acheté 1,5 hectare sur lequel se trouvait une petite cabane en rondins de 2 pièces et nous y avons vécu pendant que nous construisions la maison. Il nous a fallu 5 ans pour la construire. Nous vivons ici depuis 34 ans. C'est intéressant, mais ce n'est pas tout. Tom s'est également ouvert sur son expérience du rodéo. Il a déclaré « Je pense que je suis né 150 ou 200 ans trop tard. J'ai toujours pensé au passé et à l'histoire. Je l'ai en quelque sorte revécu d'une manière moderne. J'ai piégé un castor dans les montagnes rocheuses. Ma carrière dans le rodéo m'a également replongé dans le passé. » Pour Tom, les trappeurs et les commerçants étaient également fascinants. D'après son interview, il est évident que l'argent n'était pas la seule raison de son passage à l'émission Mountain Men. Il aimait être là. Au cours de l'entretien, il a également révélé ceux qu'il considère comme ses héros. Joe Meek et bien sûr Jim Bridger. Je n'ai pas de favoris, mais ces gars-là étaient des durs à cuire. Les voyages qu'ils ont effectués étaient remarquables. Jedediah Smith est parti de Saint Louis à la côte ouest et dans l'Oregon et l'État de Washington pour piéger les castors. Mais il était peut-être plus intéressé par l'exploration.
L'Ouest a été colonisé par les gens qui ont créé le commerce des fourrures. Ils étaient les éclaireurs de l'armée et montraient aux colons comment franchir les montagnes. C'est un passé perdu, je suppose. De nombreuses personnes l'ont également interrogé sur son métier. L'intervieweur lui a dit « Nous vous voyons travailler à la télévision, mais parlez-moi un peu plus de votre métier. » Tom a répondu « Ce que nous faisons appartient au passé. Je tanne la cervelle des animaux comme le faisaient les Indiens il y a 200 ans. La peau de dame tannée à la cervelle est supérieure à tous les produits commerciaux que l'on fabrique aujourd'hui. C'est tout à fait différent. Il est tanné avec de la cervelle animale un peu comme du tissu plutôt que du cuir. On peut souffler à travers si on le porte à ses lèvres. Il est donc agréable à porter. La transpiration corporelle s'évapore à travers elle et vous garde au frais. C'est impressionnant à porter. Les mocassins respirent pour que vos pieds ne transpirent pas. Il a également été interrogé sur son exposition à la célébrité. Sa réponse vous surprendra. J'ai une peau de pranghorn que je suis en train de tanner. Jusqu'à présent, l'émission ne m'a pas changé outre mesure. Je reçois plus de commandes qu'auparavant. Je n'ai jamais pu faire face à l'ensemble de nos activités au cours de l'année écoulée. Tout est cousu à la main lorsque nous fabriquons une veste ou un pantalon en peau de dame. Nous n'utilisons pas de machine à coudre. Pour beaucoup de gens, accéder à la célébrité signifie que tout change. Mais pour Tom, c'était différent. Il ajoute « Nous nous rendons généralement à 1 ou 2 rendez-vous par an, et avant d'y aller, je me démène pour me faire bronzer la peau de dame afin de pouvoir aller au rendez-vous et gagner 3 ou 4 $. Mais maintenant, je suis payé pour le spectacle, ce qui diminue la pression. Mais j'aime quand même bronzer. Voir ce que je peux faire avec mes mains me donne un bon sentiment d'accomplissement. » Mountain Men et ses acteurs. Après avoir vu Tom Orr parler des Mountain Men, devrions-nous également explorer la série télévisée Let's Go Mountain Men est une série télévisée américaine de télé-réalité diffusée sur History Channel qui a débuté le 31 mai 2012. Outre Tom Orr, d'autres membres de la distribution ont fait de leur mieux pour assurer le succès du spectacle. L'un d'entre eux est Eustace Conway. Eustace réside sur l'île de la Tortue, une parcelle de terre située dans les Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord. Il y accueille des personnes à qui il enseigne les techniques de base de la survie en milieu sauvage. En outre, Eustace gagne sa vie en utilisant des techniques anciennes pour récolter du bois de chauffage. En regardant ces scènes dans l'émission, de nombreuses personnes l'ont encore plus aimé. Sa popularité s'est accrue lorsqu'il a dû lutter contre un maigre qui menaçait ses terres. Eustache n'a pas abandonné et s'est battu pour conserver sa propriété. Son audace et son courage lui ont valu l'affection de nombreuses personnes. Son ami Preston Roberts apparaissait également fréquemment dans l'émission. Ce n'est pas tout. Marty Maiorotto est également un autre membre de l'équipe de la série. Il réside dans la petite ville de Two Rivers en Alaska avec sa femme Dominique et sa fille Noah. Une fois par mois, Marty fait voler son Piper Super Cub équipé de pneus de toundra jusqu'à sa cabane sur la rivière Drangic, sur le versant nord de l'Alaska. Là, il utilise souvent une motoneige pour s'occuper de ses pièges à animaux qu'il utilise pour collecter des fourrures. Rich Lewis est une autre personnalité intéressante de la série télévisée. Rich est un chasseur de montagne qui vit dans la Ruby Valley dans le Montana avec sa femme Diane. Il adore les pumas et s'adonne à sa passion pour les traquer ainsi que les hommes des montagnes à l'aide d'une équipe de chiens courants. Rich n'est pas revenu pour la saison 7, mais de nombreuses personnes se sont souvenues de son rôle. George Michaud, un trappeur, fait également partie de la distribution. Il campe le long de la Snake River et de la Teton Range dans l'Idaho. Et puis, il y a Charlie Tucker, un collègue trappeur de fourrure. Charlie, quant à lui, réside près des Great North Woods à Ashland dans le Maine. Il s'associe souvent avec Jim Dumond. Kyle Bell faisait également partie de l'équipe. Il était chasseur de gibier et pourvoyeur de métier. Bell organise ses chasses sur 45 000 acres de paysages accidentés et réside dans la vallée de Cimarron au Nouveau-Mexique avec son fils Ben âgé de 10 ans. Morgan Beasley fait également partie de la distribution. Morgan vit dans la chaîne de l'Alaska avec sa compagne Margaret Stern, tous deux titulaires d'une licence de pilote de brousse.
Jason Hawke a également vécu avec sa famille près des Ozarks dans l'Arkansas. Ses compétences et sa réputation de maître forgeron et de propriétaire des forges hors la loi de Jason Hawke étaient inestimables dans la série. Preston Roberts a également participé à l'émission. Malheureusement, Preston est décédé avant la fin de la série. Il est décédé de complications dues à un cancer à l'âge de 60 ans le 24 juillet 2017. Après sa disparition, son fils Joseph Roberts a pris la place de son père et a fait plusieurs apparitions dans de nombreux épisodes au fil des saisons. La perte a été douloureuse, mais la série devait continuer. Jake Herrick, chasseur de pumas, réside également dans les Tobacco Root Mountains dans le Montana. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de Mike Horseman, il a également participé à l'émission. Mike, guide de chasse à l'ours, a montré ses talents dans l'émission. Il réside également sur l'île de Kodiak, en Alaska, avec son chien Adèle. Josh Kirk a également été intégré à l'émission. Il était gestionnaire de ranch et chasseur de gibier. Josh réside dans la Wind River Ranch dans le Wyoming, avec sa femme Bonnie et leur fille Eden. Enfin, nous avons les frères Urenkit et Harry. Ils ont tous deux exercé la profession d'éleveur de bétail et de chasseur de gibier dans la région sauvage de Sawtooth, dans l'Idaho. Explorons les épisodes. Dans la première saison de la série télévisée, l'émission a démarré sur les chapeaux de roue dans les Appalaches, en Caroline du Nord. Depuis plus de 30 ans, Eustace Conway vit dans les montagnes. Il y vend du bois de chauffage pour gagner de l'argent et survit grâce aux ressources de la terre. Mais ce n'est pas tout. Eustache a également une petite équipe d'ouvriers qui l'aident sur sa propriété de 1000 acres, y compris Justin Maguire, un citadin coriace, Chloé, une étudiante, et Jessie, qui a du mal à s'adapter à la vie en plein air. Dans l'épisode, la maison de Tom a été révélée. On l'a vu vivre dans la vallée de la rivière Yaak, dans le nord-ouest du Montana, avec sa femme Nancy et leur chien allemand à poil court Ellie. Leur voisin Will est un ami proche de Tom depuis l'époque où il était cavalier de Bronco. Tom et Will sont souvent vus en train de chasser le cerf, mais ne parviennent pas à en attraper un. Marty Majorado est également filmé dans cet épisode. On le voit vivre dans la petite ville de Two Rivers en Alaska avec sa femme Dominique et sa petite fille Noah. Marty utilise son petit avion de brousse pour se rendre à sa petite cabane isolée, située à 200 miles de chez lui, afin d'exploiter son territoire de chasse tous les mois. Les fourrures lui procurent un petit revenu pour aider sa famille tout au long de l'année. Dans la deuxième saison, Eustache est déjà confronté à de nombreux problèmes. L'un de ses ouvriers, Justin Maguire, continue de le décevoir. Cela l'affecte pendant un certain temps, et Eustace reçoit une lettre l'informant que ses terres lui seront retirées dans quelques semaines pour défaut de paiement des impôts. Toujours dans le Montana, Tom Orr a été vu en train de se battre pour trouver de la viande. Son voisin Tim l'a approché et lui a demandé de l'aider à retirer 2 castors de son eau potable. Tom s'est immédiatement mis au travail et a réussi à piéger 2 castors, ce qui lui a permis d'avoir un peu de viande pour l'hiver. Toujours dans la nature sauvage de l'Alaska, Marty est arrivé à sa cabane et se prépare pour la saison de piégeage. Après avoir fait le plein d'eau, Marty part vérifier son piège, mais il le trouve presque vide. Au cours de cette opération, sa machine à neige tombe en panne, ce qui l'oblige à continuer le reste du voyage à pied. Dans la 3e saison, les défis de Tom Orr se poursuivent. Il lutte constamment pour se procurer de la viande et des fourrures pour l'hiver. Tim, le voisin de Tom, l'emmène chasser le canard sur la rivière Kootenay. En Caroline du Nord, on voit également Eustace s'efforcer de faire face à ses problèmes. Il doit encore s'occuper du privilège sur sa propriété de 1000 acres, et après des semaines de contre-performances et de conflits avec tout le monde à Turtle Island, Eustace n'a pas d'autre choix que de renvoyer Justin. Plus tard en Alaska, Marty remplace le moteur défectueux de sa machine à neige, mais sa colonne de direction se casse et il doit retourner à la cabane pour la réparer. Dans la 4e saison de la série télévisée, Marty a échappé de justesse à une tempête en rentrant chez lui pour voir sa femme et sa petite fille Noah à son récital de ballet. Par ailleurs, la fille de Tom Orr, Kelly, souhaite que Tom et sa femme Nancy viennent prendre leur retraite en Floride. Dans l'Idaho,
Jack, le frère de Tom, l'invite à visiter son ranch de chevaux. Ils ont chassé un puma et sont allés chasser. Cette saison-là, Eustache est pris d'un rhume. Il se soigne avec du thé à base de racines jaunes et transpire dans sa hutte de fortune. Plus tard, il se rétablit et aide Preston à livrer du bois de chauffage, afin de réunir l'argent nécessaire pour rembourser le privilège qui pèse sur sa propriété. Lorsque la série a atteint la 5e saison, Tom Orr a mis son travail en suspens pour essayer de trouver de la viande pour l'hiver et de se protéger des prédateurs imminents. Il a ensuite fait appel à un ancien employé de l'île de la Tortue pour prendre le relais et protéger la ressource la plus précieuse de l'île de la Tortue. Marty Majorotto lutte contre le temps et Mère Nature pour respecter le délai de livraison de sa fourrure. La série s'est poursuivie et a gagné en notoriété. Que pensez-vous de la disparition de Tom Orr? Après avoir regardé ce film, que pensez-vous de The Mountain Men? Quelle partie vous a le plus intéressé? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.